Bonjour à tous et à tous. Bienvenue à ce 6e rendez-vous de réseau, saison 4, notre webinaire mensuel à destination des membres de réseau FUN. Le thème de ce jour est massification des formations de formateurs multilingues pour le déploiement à grande échelle du modèle de la classe inversée dans les universités du Moyen-Orient. Nous accueillons aujourd'hui Omneya Chaker, responsable régional du numérique Moyen-Orient, agent universitaire de la francophonie, qui est actuellement en Égypte. Jean-Philippe Touard, directeur adjoint, Institut de la formation à distance de la francophonie, qui est en Tunisie. Et comme d'habitude, l'équipe FAN se chargera de la modération du chat, qui se trouve dans l'onglet Discussion publique, dans la partie gauche de votre écran. Dans le chat, vous pouvez poser votre question et interagir à tout moment. Notre équipe remontera votre question à notre invité après chaque intervention. Merci de couper votre micro durant la présentation. En ce qui concerne le PDF de la présentation, vous pouvez le télécharger en bas de l'article concernant ce webinaire dans notre centre de documentation Réseau FAN. Notre collègue Uko communiquera ce lien vers cet article à la fin de la présentation. Après le webinaire, vous recevrez également le lien de la vidéo du replay. Et je passe maintenant la parole à Omneya pour présenter son projet. Je vais donner le pro. Voilà. Je vous laisse la parole, Omneya. Merci. Ok, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Je tiens tout d'abord à remercier FAN pour leur invitation. C'est un plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui pour vous présenter un projet ambitieux que l'Agence universitaire de la francophonie a piloté, a récemment conduit dans 3 pays, le Liban, l'Irak et les territoires palestiniens. Ce projet vise à faciliter une transition pérenne vers l'intégration du numérique dans les pratiques pédagogiques de 12 universités partenaires. Cette transition numérique vise également des répercussions sur la qualité de la formation, l'employabilité des étudiants et l'ouverture internationale de ces universités. Le projet est venu aussi répondre à un besoin essentiel et stratégique formulé par les universités de la région pour les accompagner à transformer une partie de leur enseignement à distance et aider les enseignants à acquérir des nouvelles compétences pédagogiques et technologiques. Ce projet a été financé par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Il a été déployé au sein de 12 universités bénéficiaires du projet. Nous avons eu 3 universités au Liban, l'université libanaise, la Sagesse, l'université islamique du Liban. En Palestine, 3 autres universités, l'université nationale El-Neguer, l'université de Birzeit, l'université Al-Aqsa. Et en Irak, avec 6 universités bénéficiaires, l'université de Berded, de Bassoura, de Koufa, de Dikar, El-Anbar et l'université de Tikrit. L'université de Rennes a également été partenaire avec les ambassades de France dans les 3 pays où le projet a été déployé. Alors, ce projet a été structuré en 5 composantes. La première composante a été de former par l'AEF une centaine d'experts référents numériques issus bien évidemment des 12 universités bénéficiaires du projet, qui seront appelés à accompagner par la suite leur université pour hybrider les cours et former le corps enseignant. La deuxième composante a été d'introduire le modèle de la classe inversée à large échelle par l'organisation d'une série de formations de formateurs pour introduire ce modèle-là au sein de la formation universitaire. Et je décrirai plus tard dans un diapo suivant en détail comment ce déploiement a eu lieu. Ensuite, la troisième composante consistait à pérenniser le dispositif par la création d'un diplôme universitaire en e-formation
et ceci grâce à un partenariat avec l'Université de Rennes pour former 16 technopédagogues qui ont reçu une formation proposée par Rennes sur la formation digitale pour mettre en place le déploiement d'un DU en information dans certains établissements bénéficiaires. Cette formation s'est déroulée sur 6 mois à distance. Ensuite, la composante 4 a permis de mettre en place en fait des plateformes de type Learning Management System au sein de chaque université partenaire pour accueillir les cours en ligne qui ont été développés tout au long du projet. Et enfin, la dernière composante, l'objectif de cette composante 5 était de partager les bonnes pratiques pour la mise en place d'une base de données régionale qui servira à mutualiser différents scénarios hybrides adaptés à la région du Moyen-Orient. Ces scénarios ont été alimentés tout au long du projet et nous verrons plus tard quels outils nous avons utilisés pour la mise en place de ces scénarios. Alors, en fait, en gros, le projet a été composé de 2 phases essentielles. Une première phase a été axée sur l'acquisition des compétences en numérique et particulièrement en classe inversée. Et la deuxième phase a été consacrée à la mise en pratique des compétences acquises dans différents contextes. Cette mise en pratique visait à répondre de manière spécifique aux besoins de chaque université, à adapter les processus de formation en tenant compte des défis propres à chaque contexte et à établir un pôle de formateurs ainsi qu'une base de scénarios pédagogiques ouverts et réutilisables. Alors, pour revenir un petit peu à la question de la massification des formations, alors, ce projet impliquait tout d'abord la formation d'un groupe de formateurs qualifiés qui est chargé de dispenser des formations en classe inversée au sein de leur université de rattachement. Ces formateurs ont suivi 3 modules de formation déployés soit en présentiel, soit en hybride, sur la conception et la scénarisation d'un cours en ligne, le tutorat en ligne et la classe inversée. Pour garantir la qualité du déploiement du modèle de la classe inversée par les référents numériques, un SPOC sur la classe inversée a été réalisé par des experts mobilisés par l'AEF pour en fait profiter les référents numériques et les aider à déployer la formation au sein de leur université. Les ressources ont été produites en français et en arabe et ont été placées sous licence Creative Commons 5 afin que le plus grand nombre de bénéficiaires puissent en profiter. Au total, ces ressources ont été livrées aux 12 universités partenaires et à la masse d'enseignants, les 3142 enseignants qui ont pu bénéficier des formations organisées tout au long du projet. Aussi, grâce aux experts de l'AEF, un guide pour les référents numériques a été également conçu pour constituer un cadre de référence pour toute personne affectée au poste de référent numérique au sein de son établissement universitaire. Il vise à définir les missions d'un référent numérique dans son établissement, identifier ses différents rôles, proposer un descriptif de ses activités et des actions correspondantes. Ce guide aussi avait pour objectif de sensibiliser les décideurs universitaires sur la nécessité de définir un cadre institutionnel pour la mise en œuvre d'une stratégie de transition numérique dans l'enseignement et l'apprentissage et sur l'importance du travail du référent numérique. Alors, finalement, il y a eu 178 ateliers de formation qui ont été animés par ces référents numériques formés avec l'accompagnement des experts de l'AEF au bénéfice de plus de 3000 enseignants formés aux technologies éducatives et au modèle de la classe inversée. Le projet a également permis d'acquérir une méthodologie et de tirer des leçons précieuses. L'AEF a développé une approche novatrice, structurée pour la formation de formateurs et l'élaboration de scénarios pédagogiques innovants. Cette méthodologie basée sur un modèle en cascade inclut la massification de la formation de formateurs, la scénarisation et le déploiement de scénarios d'enseignement hybride, ainsi que le partage des scénarios ouverts
adaptés aux différents contextes régionaux. Les leçons tirées de ce processus soulignent l'importance d'accompagner les enseignants à chaque étape de l'adoption de ces nouvelles méthodes, de l'identification des besoins de formation jusqu'à la validation et au déploiement des scénarios. La multidisciplinarité et le multilinguisme des formations et scénarios produits ont démontré leur efficacité en répondant aux besoins variés des participants, en utilisant des ressources en arabe, en français et en anglais. L'évaluation aussi par les pairs a également assuré la qualité des contenus produits. Parlons un petit peu de ces scénarios, les scénarios qui ont été produits dans le cadre de ce projet, qui constitue la dernière composante, pour rappel, qui vise à favoriser le partage d'expériences et les bonnes pratiques dans le domaine du numérique éducatif. Nous avons demandé à chaque participant ayant bénéficié des formations de concevoir un scénario sur la classe inversée, au moins un scénario. Les scénarios pédagogiques élaborés dans le cadre de ce projet ont été soumis à un processus d'approbation comprenant une première validation par le formateur ayant assuré la formation des enseignants, suivie d'une seconde validation par les experts de l'AEF avant leur ajout sur la base de données. Les scénarios ont couvert plusieurs domaines très variés, partant des sciences sociales, médecine, sciences de l'activité physique et sportive, génie, santé, sciences économiques, beaux-arts, architecture, agronomie, droit, commerce, sciences politiques, technologie, tourisme, sciences humaines, gestion hôtelière. Vraiment, ça a couvert plusieurs domaines. Et ces scénarios ont également, sont basés également sur une approche open source, permettant ainsi leur partage et leur adaptation librement. Alors nous avons en fait utilisé un outil qui s'appelle Learning Designer pour accompagner les enseignants à la conception des scénarios pédagogiques sur la classe inversée. Le Learning Designer a été développé par une équipe dirigée par Diana Lourhilar au Centre de recherche et d'innovation de l'Université Collège de Londres. Cet outil est accessible gratuitement à tous et là, vous voyez le lien sur la diapo. Vous pouvez accéder librement à cet outil et l'utiliser. C'est gratuit et il suffit juste de créer un compte et là, vous avez des guides et des procédures très détaillées qui vous expliquent comment utiliser l'outil. Le Learning Designer est un outil qui a été mis en place pour aider les enseignants justement à concevoir des activités d'enseignement et d'apprentissage en utilisant les 6 types d'apprentissage du cadre conversationnel de Diana Lourhilar. Ces 6 types d'apprentissage sont l'acquisition des connaissances, la production, la pratique, l'investigation, la discussion et la collaboration, ce qui permet d'avoir une variété d'activités d'apprentissage allant des activités pratiques aux exercices, devoirs, projets, rapports, présentations, des activités qui prévoient des solutions aux problèmes, des études de cas, etc. Ainsi que, bien évidemment, l'utilisation des ressources numériques variées qui sont intégrées dans la plupart des activités d'apprentissage. Alors, dans notre cas, dans notre projet, nous avons utilisé l'outil Learning Designer pour développer des scénarios pédagogiques qui se déclinent en 3 moments. Avant la classe, généralement asynchrone, les étudiants visionnent une capsule, répondent à des questions et complètent seuls ou en groupe des activités et posent des questions sur un forum. L'enseignant contrôle les réponses et note les questions des étudiants. Durant la classe, en petit groupe, les étudiants travaillent sur des activités d'approfondissement. L'enseignant donne des explications, discute les notions difficiles, gère l'hétérogénéité de la classe. Après la classe, les étudiants mettent en pratique les concepts appris à travers les exercices individuels ou en groupe, réalisent des projets de recherche ou de création en lien avec le contenu. Cela favorise l'échange et la réflexion critique sur des sujets abordés à travers des débats, des discussions
et permet de développer des compétences transversales telles que le travail collaboratif sur des projets communs, ainsi que la pensée critique nécessaire pour analyser l'information, formuler des arguments et prendre des décisions. Des grilles d'évaluation ont été développées par les experts de l'AEF avec des critères bien définis qui ont été fournis aussi et envoyés aux enseignants. Ce qui est intéressant, ce que nous avons trouvé intéressant dans cet outil aussi, c'est qu'il n'offre pas uniquement un cadre pour la conception des scénarios, mais l'outil fournit également des retours sur la conception en affichant la proportion de chaque type d'apprentissage sous forme de diagrammes circulaires, permettant ainsi de voir où des ajustements pourraient être nécessaires. Le graphique sous forme de secteur montre par exemple les proportions relatives du temps d'étude pour les 6 types d'apprentissage qui ont été intégrés dans la conception du scénario. Plus il y a de types d'apprentissage, plus les étudiants ont des manières différentes de traiter les concepts et les compétences. L'analyse aussi montre les proportions relatives du temps pour les moments face à face, en ligne, la présence ou non de l'enseignant, les moments synchrones ou asynchrones, le pourcentage de travail demandé individuel ou en groupe ou en classe pour l'ensemble du groupe. Alors, juste pour un rappel, bien évidemment, alors en conclusion, nous avons dans le cadre de ce projet-là eu plusieurs livrables assez intéressantes. Bien évidemment, un réseau une base de données de scénarios pédagogiques. La plateforme n'est pas encore en ligne. Nous sommes en train, au sein de l'AEF, d'étudier, en fait, vraiment de mettre en place un portail pour recueillir ces scénarios-là et pour faire profiter non pas uniquement les enseignants qui ont pu bénéficier de ce projet, mais en tout cas pour le rendre disponible pour encore un public plus large. Nous avons réussi aussi à avoir un pôle de formateurs. Alors, les référents formateurs qui ont été formés et qui ont été amenés eux-mêmes à animer des formations sont maintenant capables, en fait, d'animer plusieurs formations sur cette thématique. Ils ont été outillés pour cela. Bien évidemment, les espaces numériques au sein des universités qui ont été renforcés, le SPOC en français et en arabe, qui a vraiment été un outil très intéressant pour accompagner ces référents numériques, et le guide pour les référents numériques. On rappelle que ce projet a permis d'aborder 3 principaux volets. L'éducation ouverte avec cette question de partage, l'innovation pédagogique et l'hybridation dans l'enseignement avec le modèle de la classe inversée. En conclusion, divers enseignements peuvent être tirés de ce projet-là. La massification de la formation des formateurs est essentielle pour avoir un vrai impact. La pertinence de la mise en place d'un processus innovant de scénarisation et de déploiement de scénarios hybrides d'enseignement. La bonne pratique à retenir du partage des scénarios ouverts pouvant être déployés dans différents contextes de la région du Moyen-Orient. Plus précisément, ce qui a pu être observé durant le projet montre l'importance des points suivants, à savoir l'importance d'avoir identifié un modèle commun de scénario innovant à travers l'outil Learning Designer, la question de la multidisciplinarité, les formations et les scénarios produits sont relatives à la majorité des disciplines proposées dans les universités partenaires, ce qui a permis en fait de généraliser le processus et la méthodologie adoptée et de répondre aux besoins de différents profils de participants au projet. Le multilinguisme, les formations et les scénarios produits ont permis d'utiliser des ressources dans 3 langues de la région, l'arabe, le français et l'anglais. La question de l'évaluation par les pairs, double validation des scénarios par les référents et par les experts AEF, ce qui a permis de garantir la qualité des scénarios à partager.
et bien évidemment la durabilité de projet à travers les livrables, notamment la production du SPOC sur la classe inversée et les scénarios ouverts qui ont été produits tout au long du projet. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Merci, Omena, pour votre intervention. J'ai vu, il y a Didier qui est en train d'écrire. On va attendre. Voilà. Bon, je laisse Uko, du coup. En attendant, j'aurais une petite question. Quelles sont du coup les difficultés et les obstacles que vous avez rencontrés pour la réalisation de ce projet? Oui, alors, il y a plusieurs types de difficultés. La première réside bien évidemment dans la disponibilité des enseignants. Ça n'a pas été vraiment facile de former cette masse d'enseignants, surtout que les rendre disponibles, parce que là, vraiment, les ateliers de formation étaient des ateliers très pratiques. On demandait aux enseignants de se libérer pendant 5 jours pour travailler sur leur support de cours et produire un scénario. Enfin, la production de scénarios et la disponibilité des enseignants a été quand même un élément très difficile à respecter, notamment en fonction aussi des contextes des universités. La deuxième aussi difficulté a été dans le fait que certains référents, une fois formés, étaient très hésitants à passer à l'action et à former d'autres enseignants. Alors là, on le voit par exemple, parce que là, on a demandé aux référents au moins d'avoir d'animer deux séries de formation. La première le démarrage a été le plus difficile, mais on voit que les référents ont gagné de la confiance et que vraiment pour le deuxième jet de formation, vraiment, ça a été beaucoup plus facile, et notamment aussi avec l'accompagnement des experts de l'AEF qui vraiment ont joué un rôle crucial pour la réussite de ce projet-là. Voilà en gros peut-être les difficultés. Bien évidemment, nous avons constaté aussi que la volonté institutionnelle aussi des universités ont joué un rôle très important pour et favoriser un environnement propice pour que les ateliers de formation, parce que tous les ateliers de formation se sont déroulés au sein des universités eux-mêmes, et toute la partie logistique et tout ça a été pris en charge par ces universités-là. Alors, ça a été quand même un défi assez important, mais avec bien sûr le dialogue toujours permanent avec les coordinateurs. On a eu alors des coordinateurs qui ont été désignés au sein de chaque université pour faciliter un petit peu un point de contact avec l'AEF et qui aussi ont joué un rôle très important pour la réussite et la mise en place de ces ateliers de formation. Merci beaucoup, c'est très clair. Il y a Didier qui demandait dans le chat, en fait, il dit qu'il n'a pas eu le temps de mémoriser le modèle des types d'apprentissage qui devait être sur le PowerPoint. Est-ce que vous pouvez repasser dessus rapidement? Oui, alors en fait, alors vous allez trouver sur le site sur Learning Design, en fait, le cadre conventionnel des 6 types d'apprentissage avec les détails, OK? Alors, je reviens sur... Alors, les 6 types d'apprentissage tels que, en fait, mis en place par Diana Lorilard, et vous allez trouver toutes des éléments très détaillés sur le site concernant ces types d'apprentissage, partant de l'acquisition des connaissances, ensuite la production, la pratique, l'investigation, la discussion et la collaboration. Il y a plusieurs personnes qui écrivent dans le chat. J'attends leur retour.
Alors, bonjour les membres de la communauté AUF, ainsi que l'audience du grand public. Veuillez s'il vous plaît partager les liens des ressources. Alors, Mohamed, du coup, on a mis les liens du site Learning Designer et ensuite le support de présentation. Je vais vous envoyer l'article de notre centre d'aide qui fournit le support. Donc ça tout sera envoyé par mail en fait. Enfin, pardon, pas par mail, sur le chat. Donc, voilà. Il n'y a pas d'autres questions. J'avais une autre question de mon côté pour Omneya. Quel serait en fait le budget approximatif pour une telle opération? Parce que j'imagine que ça demande quand même beaucoup de fonds. Omneya, on ne voit plus votre caméra. Est-ce que vous nous entendez? Oui, je vous entends. Une minute. Là, c'est bon? Oui. Oui, c'est parfait. Très bien. Oui, j'ai été coupée, désolée. Oui. Problème. Du coup, ma question, c'était quel est le budget pour une telle opération? Alors, sans rentrer dans les détails. Et ce projet, en fait, il s'est déroulé sur 2 ans avec un fonds à peu près de 700 000 et quelques euros. D'accord, ok. Ok. Alors, donc Je Mohamed, rappelle, oui, projet a pardon. été financé par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, D'accord. piloté par l'AEF. Merci pour ces éclaircissements. Vous ferez sur le site la référence aux données de recherche de base. Oui, donc vous pouvez tout trouver en termes de statistiques, Didier, sur Learning Designer, sur le site. Et Mohamed, donc, on vous enverra les ressources dans le chat. Voilà. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions hein, si vous en avez. Merci Aïda pour le lien. Je peux poser une question à l'oral? Oui, bien Allez. sûr. Bonjour Néha. Bon, Ma deuxième question, c'était sur les scénarios. Je suppose que ce n'est pas des scénarios empiriques, ils se réfèrent à des résultats de recherche, à une typologie. j'ai pas entendu. Vous pouvez répéter la question? Pardon, je répète ma question, excusez-moi. Oui. Les scénarios auxquels vous faites allusion, Oui. ce sont des scénarios qui sont empiriques ou qui se réfèrent à des typologies de recherche? Non, ce n'est pas des scénarios. En fait, ce sont des scénarios d'apprentissage, OK? On a demandé en fait aux enseignants de concevoir un scénario qui va faire appel à l'utilisation des outils numériques dans le cadre d'un scénario sur le modèle de la classe inversée. C'est pour ça qu'on a demandé à l'outil, en fait, la division de l'outil se concentre sur 3 temps, avant, durant la classe et après la classe. Et si je peux me permettre une autre question, vous êtes sur les questions de pédagogie inversée comme Lebrun, le collègue belge, ou vous faites référence je suppose que ça doit être ça? Non, pas du tout. Avec les pédagogies inversées de type 1, 2, 3. C'est à ça que vous faites référence ou pas du tout? Oui, tout à fait. D'accord. Et vous avez réussi à aller un peu plus loin dans la modélisation? Parce que vous doutez bien que c'est un sujet qui m'intéresse. Vous avez réussi à aller un peu plus loin dans la modélisation, dans des typologies que vous avez réussi à mettre en place en formation de formateurs? Alors, c'est une question très intéressante. Moi, je dirais qu'on a réussi à avoir un premier modèle grâce à cet outil-là. Mais vraiment, c'est un modèle qui vraiment peut être un sujet de recherche, bien évidemment, vu qu'il y a eu quand même des contextes très différents.
et des approches très différentes en fonction de chaque pays. Alors, si vous voulez, on pourra partager avec vous un petit peu les exemples de scénarios qui ont été produits. De toute façon, ces scénarios sont libres. Ça veut dire que, bon, ils peuvent être mis à disposition pour ceux qui le souhaitent. D'ailleurs, c'est pour cela que nous sommes en train de réfléchir sérieusement à vraiment offrir cette plateforme pour toutes les personnes qui seront intéressées. Mais bien évidemment, avec l'aide des experts de l'AEF, nous avons monté un cadre qui un petit peu guide les enseignants pour la conception de ces scénarios-là, partant bien évidemment de tous les anciennes recherches qui ont été faites sur les questions de la classe inversée. Et nous pouvons bien évidemment partager avec vous ce modèle et aussi avec, d'ailleurs, nous avons mis en place des critères aussi pour pouvoir évaluer ces scénarios qui ont été produits. Donc, ça a été vraiment un travail très, très riche, mais aussi très demandeur de temps. Merci beaucoup, Omeya. Merci. Bah, en tout cas, Omena, si vous avez d'autres ressources à nous partager après cette webinaire, vous pouvez m'envoyer et je vais ajouter ces ressources en bas de l'article concernant ce webinaire et on va envoyer à l'ensemble des membres de notre réseau, en fait. D'accord, avec plaisir. Merci beaucoup. Voilà. Et c'est Uko qui va communiquer le lien vers cet article. Que tous les participants peuvent télécharger le PowerPoint à la fin de la présentation de Jean-Philippe. Du coup, on va passer pour respecter le temps la parole à Jean-Philippe pour présenter pour la suite. Je donne le rôle de présentateur à Jean-Philippe. Merci. Je vous laisse la parole, Jean-Philippe. Merci, Jasri, et bonjour à toutes et à tous. Donc après cette présentation de ce magnifique projet mené par l'AEF Moyen-Orient, on va prendre un point de vue un petit peu différent, qui est celui de l'IFIC. Alors l'IFIC, eh bien, c'est un institut de l'AEF, c'est une composante de l'AEF, et nous sommes l'Institut de la formation à distance de la francophonie. C'est comme ça que nous nous appelons depuis maintenant quelques années. Et nous sommes spécialisés dans l'internationalisation et la transformation numérique des formations universitaires. Alors, cette offre, elle est destinée à l'ensemble des établissements universitaires membres de l'AEF, donc dans le monde entier. Il y a plus de 1000 établissements universitaires, centres de recherche et réseaux qui sont membres de l'AEF dans le monde. Certains dans des régions extrêmement francophones, mais d'autres dans des régions qui ne le sont que beaucoup moins, voire même pas du tout, puisque nous avons des membres qui sont en Asie-Pacifique, qui sont au Moyen-Orient, où se trouve Omneia, en Amérique latine, en Europe centrale et orientale, par exemple, pour ne citer que celle-ci. Voilà. Donc nous offrons à l'ensemble de ces établissements un ensemble d'appuis, de supports, de facilités, de formations, de conseils, d'outils pour les aider dans l'internationalisation de leur formation universitaire et à travers le numérique, bien entendu, donc pour une délivrance de ces formations entièrement à distance et bien entendu pour la transformation numérique de ces formations pour qu'elles puissent être délivrées entièrement à distance. Alors voici notre offre schématisée globalement. Alors c'est un schéma qui est peut-être un petit peu compliqué. Je vais essayer d'aller composante par composante vers celui-ci. Nous occupons donc d'intensification et de transformation numérique des formations et nous atteignons, notre cible, c'est 2 types de formations. D'une part, les formations diplômantes, donc qui donnent des diplômes universitaires, licence, master, doctorat dans le système ALMD, mais d'autres diplômes pour les universités qui ne sont pas dans ce système-là. Et ce que nous appelons des formations qualifiantes et qui sont offertes des formations courtes à caractère certifiant, donc qui ne mènent pas à des formations qui ne mènent pas à des diplômes universitaires. Voilà comment nous définissons ces formations qualifiantes. Je sais qu'il existe d'autres définitions.
Et nous ciblons pour les formations diplômées tous les établissements membres de l'AEF à travers un dispositif que je vais décrire tout à l'heure. Et pour la formation qualifiante, ce sont les formations délivrées par les établissements membres de l'AEF, mais aussi les formations que l'AEF délivre à travers elle-même, à travers ses différents projets. Donc, par exemple, le projet que vient de décrire Omneia. Donc, deux volets à cet appui, un appui qui est au déploiement des formations basées sur le numérique, et on offre à ces formations tout un environnement, tout un écosystème qui va faciliter ce déploiement, que ce soit au niveau de la communication, de la promotion de ces offres internationales, du soutien technopédagogique pendant le montage et la délivrance des formations, et toute une gamme d'appuis administratifs, financiers, logistiques et pédagogiques également pour faciliter la délivrance de ces formations. Et on accompagne également donc la transformation numérique des formations. Celles qui veulent rejoindre le déploiement à l'international que nous proposons, mais aussi d'autres des formations qui sont délivrées directement par les universités. Et là, on peut offrir des formations, du conseil, des appuis en termes de recherche-innovation et la mise à disposition d'un certain nombre d'outils et de plateformes numériques. J'ai détaillé ça un petit peu plus. Alors ça, c'est le même tableau peut-être. C'est notre offre présentée d'une manière un petit peu différente. Donc, 1, internationalisation des formations. 2, formation, conseil, recherche, innovation. 3, des outils et des plateformes technologiques. Alors, pour l'internationalisation des formations diplômantes et qualifiantes, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, on a des appuis à la promotion de la formation internationale pour que les formations puissent toucher leur public partout dans le monde, des appuis technopédagogiques et des appuis administratifs, financiers et logistiques. Et peut-être pour décrire ça d'une manière un petit peu plus précise, je vais vous présenter les 2 processus que nous menons. Donc un processus qui est un processus d'intégration à nos catalogues de formation délivrés à distance internationale. Et ça passe, donc c'est le processus à la carte numéro 1, ça passe par des appels à projets qui ont lieu annuellement, tous les ans. Il y a un appel à projet pour les formations qualifiantes et un appel à projet pour les formations diplômantes. Bon, ça pourra varier suivant les années. Il y aura peut-être des appels thématiques qui peuvent être un petit peu plus fréquents. Ça peut dépendre des années. Les propositions que nous allons recevoir vont être évaluées et sélectionnées. Lorsque ces propositions ont besoin d'un appui à la transformation numérique, eh bien, on va les accompagner à cette transformation numérique. Si elles sont déjà prêtes, eh bien, on va les intégrer, ces formations, dans nos catalogues internationaux de formation à distance de l'AEF. Une fois que ces formations sont intégrées, eh bien, on peut les déployer avec chaque établissement qui mène ces formations. Les établissements gardent bien entendu la responsabilité pédagogique, académique de ces formations. Eh bien, nous allons promouvoir cette offre de formation. Nous allons faire un appel à candidature pour permettre à des étudiants partout dans le monde de candidater à travers une plateforme de l'AEF. Avec les établissements, eh bien, il y aura évaluation et sélection des participants. Enfin, c'est les établissements qui vont évaluer et sélectionner les participants. C'est leur formation, donc c'est eux qui vont effectivement mener cette évaluation. À travers la plateforme de l'AEF, on va mener l'inscription des participants. S'il y a des dossiers à faire parvenir à l'établissement sous format papier, eh bien, les implantations de l'AEF à travers le monde peuvent se charger de recueillir ces dossiers et les envoyer. C'est la même chose pour les frais d'inscription. Ils peuvent être payés en monnaie locale dans les implantations de l'AEF et l'AEF se chargera de remettre ensuite ces frais d'inscription aux établissements dans leur monnaie qui leur est propre. Donc, nous gérons les problèmes de taux de change également. Ensuite, il y a toute la délivrance de la formation. Et là, il peut y avoir des appuis sous forme de tuteurs. Et l'AEF peut assister notamment à la rémunération des tuteurs dans différents pays à la demande de l'établissement. Il y a l'évaluation, les examens, les soutenances. Et là encore, ces examens ou ces évaluations peuvent se dérouler
sous surveillance dans des implantations de l'AUF partout dans le monde. Des soutenances aussi peuvent être organisées dans ces implantations à travers des dispositifs de visio. Et enfin, on a les résultats, la délivrance des diplômes et des certificats. Et là encore, l'AUF peut assurer la transmission papier de ces diplômes et certificats et peut également ajouter un service dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est un service d'authentification sur la blockchain de ces diplômes et de ces certificats. Et bien entendu, nous procédons à un suivi et évaluation de l'ensemble de ces formations pour assurer la qualité du processus. Alors, là, toutes ces formations sont disponibles à travers le catalogue international des formations de l'EF. C'est un nouveau dispositif qu'on a mis en place l'an dernier. Vous voyez le lien sur le transparent, mais je crois que Hugo va le mettre également dans la discussion et je le remercie. Et donc, vous voyez, on a un certain nombre de catalogues. On a un catalogue de formation diplômante que vous connaissez peut-être également sous le nom de FOAD, puisque c'est un dispositif qui a maintenant très exactement 20 ans, en fait, la 20e année cette année. Un nouveau catalogue de formation qualifiante, c'est un nouveau dispositif que nous mettons en place depuis l'an dernier à des dispositions des établissements membres. Donc, c'est quelque chose, on a conduit un pilote l'an dernier, on a pour l'instant un petit nombre de formations, mais ça va augmenter, ça va monter en puissance. Des formations technopédagogiques de l'IFIC, dont je vais parler tout à l'heure lorsque je vais décrire nos appuis dans ce domaine-là, alors qui pour l'instant, le catalogue est en cours d'être développé. Donc, vous avez un cadre général. Le détail de ces formations, il sera d'ici quelques jours. Et enfin, un dernier catalogue qui est aussi très important. Il ne s'agit pas là de formation à distance, mais des formations en français délivrées par des établissements membres de l'AUF dans des régions où le français est peu ou pas usité. Et ça permet de donner une visibilité à ces formations francophones qui sont un petit peu noyées dans ces régions-là, au milieu d'un grand nombre de formations délivrées dans d'autres langues. Voilà, donc c'est aussi un dispositif dont je voulais parler un tout petit peu ici également, parce qu'il est particulièrement important au Moyen-Orient, qui est aussi un des sujets que nous avons aujourd'hui. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais globalement, l'offre en termes de formation diplômante et qualifiante pour 2024-2025, ce sont des formations qui sont délivrées par des établissements venant de 15 pays, par 50 établissements, 55 en fait, on est même à 60 en fait, établissements universitaires de par le monde. 175 environ formations diplômantes, parce que le catalogue 2024-2025 est encore en cours d'évolution. Et on a à l'heure actuelle 5 formations qualifiantes. C'est le début. C'est un nombre qui va augmenter dans les mois et les années à venir, bien entendu. Et au niveau de cette offre, ce qui est vraiment très intéressant, c'est que au départ, c'était les établissements français qui étaient très majoritaires dans ce catalogue de formation. Depuis 2 ans, ce n'est plus le cas, et ce sont des formations délivrées par des établissements africains, en particulier d'Afrique de l'Ouest, mais pas que, qui sont désormais majoritaires au sein de ce catalogue. Donc c'est un catalogue qui a une grande richesse, qui a une grande diversité. Je n'ai pas parlé des domaines, mais il y a une grande... on couvre l'ensemble du champ universitaire, je dirais. Et en termes de diplômes, on a principalement des masters, mais on a aussi quelques licences. Et nous allons avoir cette année, en 2024-2025, un doctorat délivré à distance également. La demande, alors pour 2024-2025, on commence à peine les candidatures, donc je ne peux pas vous dire ce qu'on va avoir, mais en 2023-2024, les étudiants qui étaient inscrits étaient du monde entier, 35 nationalités, environ 1700 étudiants, et 75% de ces étudiants viennent d'Afrique et de Caraïbes. Donc c'est vraiment notre cœur de cible à l'heure actuelle pour ces formations-là. Et les appuis de l'AUF, c'est 400 allocations. Donc, c'est-à-dire qu'on subventionne les frais d'inscription de certains étudiants, les étudiants les plus méritants ou qui ont des besoins économiques, je dirais, des appuis à travers une centaine d'implantations de l'AUF vers lesquelles ces étudiants ou les établissements peuvent se diriger, et toute une gamme de formations, de conseils et de solutions technopédagogiques.
Donc voilà pour l'internationalisation. Alors, pour le deuxième volet de l'offre, eh bien, c'est une offre en formation, en accompagnement également. Je ne vais pas en parler maintenant, mais en termes de soutien et de valorisation de la recherche-innovation des pratiques technopédagogiques et innovantes. S'il y a des personnes qui sont intéressées, je pourrais répondre à des questions à ce sujet, bien évidemment. Alors, en termes de formation, en fait, nous avons renouvelé l'an dernier toute l'offre de formation de l'IFIC en termes technopédagogiques. On a fait une approche par compétences qui n'a rien de révolutionnaire, mais qui n'est pas moins nécessaire. C'est-à-dire que nous avons consulté un certain nombre d'experts et de parties prenantes pour élaborer des référentiels formation. Nous avons identifié 3 profils prioritaires, les responsables en charge des volets stratégie pilotage du numérique éducatif, les responsables en charge de l'ingénierie pédagogique ou technopédagogique, et enfin, et ça c'est la cible bien entendu la plus importante en nombre, les enseignants universitaires eux-mêmes. Ces formations, on les a développées, on a produit des kits de formation, on a organisé à la fin de l'an dernier et au début de cette année des formations pilotes, et là on est en train de déployer ça dans le monde entier. On commence par la Tunisie où nous sommes, c'est plus facile évidemment pour nous. On a déjà déployé également une formation au Cameroun et on compte bien entendu étendre ça. Actuellement, on a une offre de formation qui est segmentée en 6 composantes ou parcours. Concevoir et déployer une stratégie d'éducation numérique, concevoir et médiatiser et animer une formation numérique, créer et administrer, une petite faute d'orthographe, désolé, un espace numérique et d'apprentissage, communiquer et sensibiliser l'éducation numérique, planifier et mettre en œuvre une veille sur l'éducation numérique et évaluer un dispositif de formation numérique. Ce sont à la fois des formations, des parcours de formation, mais également des briques qu'on peut assembler pour répondre à la demande, aux besoins que peuvent avoir tout établissement universitaire. Pour le conseil et l'accompagnement, eh bien, c'est un soutien technopédagogique pour le déploiement des formations, mais c'est également des soutiens et d'expertise technopédagogique à n'importe quel établissement universitaire qui aurait besoin de mener la transformation numérique de ces formations. Et donc, c'est également du conseil pour l'élaboration de stratégies numériques éducatives, pour la définition, l'analyse des besoins technopédagogiques, les choix technologiques, l'ingénierie technopédagogique, la mise en place d'environnements de plateformes numériques. Et bien entendu, tout cela se fait à travers le réseau d'expertise de l'AUF qui compte des centaines d'experts. On a vu sur le projet d'Omnia le grand nombre d'experts qui sont disponibles en Moyen-Orient, et nous avons ça dans l'ensemble des régions. En termes de solutions et de plateformes technologiques, nous proposons 3 outils à l'heure actuelle. Le premier, c'est un nouveau dispositif qui est mis en œuvre depuis l'an dernier, qui est en train de se mettre en place dans le monde entier. Il s'agit des laboratoires multimédia pédagogiques. Donc, c'est parti de la stratégie 2021-2024 de l'AUF sur notre axe stratégique sur la formation des formateurs et l'innovation pédagogique. Et il s'agit, alors à terme, de 23 espaces équipés dans le monde. Il y en a 15 qui sont déjà déployés. Les 8 autres sont en cours de déploiement au cours de l'année 2024. Et ce sont des espaces, c'est tout simplement des petits studios basés sur la technologie RapidMOOC, que vous connaissez peut-être, et qui permettent de réaliser des capsules vidéo sur un mode professionnel avec l'ensemble du processus. On peut faire un petit scénario et puis on peut faire la captation, on peut faire des incrustations avec différents types de compositions et on peut faire le montage. Donc la personne vient dans le studio et repart avec sa vidéo sur une clé USB. Donc c'est très pratique, c'est très facile à utiliser et bien entendu, il peut être formé, accompagné à cet outil. Et c'est accessible pour tous les enseignements des établissements membres de l'AUF et c'est gratuit en 2024.
Nous mettons à disposition également des plateformes Moodle et avec un nouveau dispositif cette année. Donc là, nous travaillons avec un partenaire technologique qui est Edunao et nous mettons en place à partir de la semaine prochaine une solution Moodle Workplace qui nous permet de délivrer facilement à la demande des plateformes numériques Moodle. On le faisait auparavant également, mais on avait une certaine limitation sur ce qu'on pouvait faire. On va être beaucoup plus flexible. C'est une offre mutualisée qu'on met à la disposition des établissements membres de l'AEF, également de l'AEF, bien entendu. Et on peut également, si les besoins des établissements membres le justifient, s'ils le souhaitent, le mettre directement en contact avec Edunao pour qu'il puisse bénéficier d'une offre directe, qui est une offre négociée, bien entendu. Nous avons des tarifs préférentiels. Le dernier outil, c'est l'authentification des attestations de formation des diplômes par la blockchain. Et là, nous travaillons avec le partenaire technologique l'EdTech BC Diploma, et ça permet d'avoir d'attestations de formation ou de diplômes 100% numériques, infalsifiables et vérifiables à vie. Et ça permet également, une conséquence de ça, c'est que vous vous retrouvez avec une gestion, avec une base de données des anciens élèves pour lesquels vous avez authentifié les diplômes, et donc ça facilite également la gestion des alumni, des anciens élèves. Donc c'est une solution qui est complètement intégrée et qu'on met à disposition des établissements membres de l'AEF. Voilà, donc je vous ai présenté l'ensemble de notre offre. J'ai oublié de dire, parce que c'est une petite anecdote qui est intéressante, c'est que nous sommes l'AEF, donc la francophonie, c'est au cœur de ce que nous faisons, mais nous défendons le multilinguisme, et par exemple pour les laboratoires multimédia pédagogiques, eh bien les premières ressources multimédia produites dans notre laboratoire ont été en langue arabe, parce que le besoin de ces établissements avec qui nous travaillons, c'était un besoin de formation en langue arabe. Donc, nous sommes multilingues par essence. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Hugo, est-ce qu'il y a des questions? Merci Jean-Philippe. J'avais une question de Mohamed, en fait, qui demandait, alors c'est un sujet un peu différent, mais je pense que c'est important pour lui. Comment procéder afin d'acquérir des points de crédit ECTS pour les candidats internationaux? Est-ce que c'est possible? C'est une question qui est très intéressante, mais qui est très compliquée. En fait, ça dépend de la reconnaissance des diplômes au niveau international. Donc, les établissements qui délivrent des formations qui sont dans un cadre du cadre européen de crédit, ECTS, peuvent donner toute la documentation établissant les ECTS qui ont été promis et à la disposition de chaque étudiant. Du côté de l'AEF, nous pouvons également donner des certifications, alors non pas en termes de crédit, puisque nous, ce n'est pas ce n'est pas notre responsabilité, notre ressort, mais par contre, ce que nous pouvons faire, c'est par exemple certifier que les évaluations ont été menées dans un certain cadre, sous surveillance, etc., pour faciliter la reconnaissance des diplômes et peut-être également des crédits dans cette façon-là, dans des pays où, par exemple, il est obligatoire que les évaluations aient été faites en présentiel sous surveillance. Donc, c'est un rôle que nous jouons également. Je ne sais pas si j'ai répondu entièrement à la question, mais voilà, je suis à votre disposition si jamais il y a d'autres éléments à apporter. Du coup, il a apporté une autre précision. Donc, est-ce qu'on vous communique par courrier électronique mail la fiche d'évaluation des points de crédit comme étant une pièce jointe sous format PDF afin d'être traité par une signature électronique ou par une signature didactile, puis scannée ou photographiée et renvoyée au candidat destinataire? Alors, s'il s'agit de l'authentification des documents sur la blockchain, on va en fait, donc c'est un procédé à travers BC Diploma. Donc, l'établissement en fait va rassembler l'ensemble des informations qu'il souhaite certifier et les transférer au prestataire qui va émettre l'authentification sur la blockchain. Les diplômes et attestations, et on peut tout à fait imaginer que joint ça soit un supplément au diplôme qui contient l'information sur les ECTS, peuvent être délivrés également
au format papier, avec un format PDF en tout cas, pardon, donc imprimable, avec un QR code qui permet d'accéder à la certification sur la blockchain. Merci. Alors, comment procéder afin de rejoindre l'organisation AUF? J'imagine que c'est en s'inscrivant à une formation en ligne. Alors, En apprenant. il y a deux questions là-dessus, c'est-à-dire les membres de l'AUF, c'est des institutions, donc toute institution universitaire peut demander à rejoindre l'AUF. Et là, je vous invite à aller sur le site de l'AUF. Il y a une section membres qui explique bien le processus. Et à partir du moment où l'institution à laquelle vous appartenez est membre de l'AUF, eh bien, vous pouvez aller sur nos différents sites ou sur nos réseaux sociaux où vous serez informé des différentes formations que nous menons. Pour les formations de l'IFIC ou accessibles à travers l'IFIC pour les formations internationales, vous pouvez aller sur nos catalogues, vous aurez toute la formation. Et là, vous aurez également les procédures d'inscription qui seront clairement affichées. J'ai trouvé le lien pour devenir membre AUF. Je pense que c'est ce que j'ai mis dans le chat. Corrigez-moi si je me trompe, Jean-Philippe. Oui, tout à fait, c'est ça. Ok. Merci beaucoup. Très bien. Alors, Mohamed continue. Donc, je laisse mon micro ouvert pour rebondir sur ce que Mohamed va dire. Alors. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, partager les liens des études scientifiques élaborées et présentées pendant cette séance de webinaire? Les études scientifiques, vous parlez, je pense, de l'outil que Omnelia présentait? Il est en train d'écrire. Mohamed, si vous voulez, vous pouvez activer votre micro. Hein. Oui. Mohamed, vous avez un bouton en bas au milieu pour activer votre micro. Comme ça, vous pourrez parler, ce sera plus simple. Alors, est-ce que je peux mettre le micro directement? Normalement, Mohamed, vous avez activé votre micro, vous pouvez parler là. Non, peut-être il y a un souci de micro. Oui, c'est possible. Bah, en tout cas, comme j'ai dit tout à l'heure, si jamais Jean-Philippe et Omnelia, il y a plus de ressources à vous communiquer, nous, on va mettre tout ça dans l'article de Réseau Fan. Du coup, je vais profiter de vous communiquer cet article. Voilà. Et en bas de cet article, vous pouvez télécharger le PowerPoint. Je ne sais pas si Omeya ou Jean-Philippe répond pour la question sur les recherches scientifiques dans la présentation. En tout cas, je peux peut-être en profiter pour dire deux mots sur les appuis que nous menons en termes de recherche et d'innovation. Donc, nous organisons chaque année une manifestation scientifique sur le thème des technologies éducatives et de la pédagogie numérique. Cette année, ça va être en septembre à Tunis. Les modalités ne sont pas encore complètement précisées, mais elles seront bientôt publiques sur notre site. Nous menons également des appels à projets sur le terme dans ces domaines-là. Et cette année, il y a eu un appel à projet qui est clos maintenant sur, en gros, l'intégration de l'IA dans les technologies la technopédagogie, la pédagogie numérique. Et donc, il va y avoir les sélections sont en cours et des projets vont être financés dans ce cadre-là. Il y aura un prochain appel, très probablement en 2025. Les appels sortent en début d'année en général. Ok. Ok, merci beaucoup. Il y a Cynthia qui écrit dans le chat.
Merci pour ces présentations et les liens. Bonne journée. Merci beaucoup en tout cas pour vos présentations, c'était très clair. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Là, pour l'instant, il y a pas mal de gens qui écrivent maintenant, sûrement pour des remerciements. C'était vraiment limpide. Ok. Merci pour les présentations. Ok. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions par rapport à la présentation, moi, je vais clore ce webinaire. Donc, nous vous remercions de l'ensemble des participants de votre attention. Et un très grand merci à Omeya et Jean-Philippe pour votre intervention. Merci également à Marina et à Ugo pour la préparation et la modération de ce webinaire. Ce webinaire est le dernier de la saison 4. Vous recevrez un questionnaire pour recueillir vos avis concernant les webinaires de cette saison. Et enfin, je ne vais pas vous prendre plus de temps. On vous dit bon appétit et à la prochaine saison. Merci beaucoup. Merci à tous et à Beaucoup, tous. bon appétit. Merci. Au revoir. Merci. Merci. Beaucoup.